plus vaste que Damas, qui vient de s'installer. Vous savez que le régime s'est effondré comme un château de cartes. On ne sait pas si Assad est à Moscou. Moscou n'a pas confirmé ni infirmé. On pensait que l'avion avait été abattu, mais on pense que Assad est vivant. Enfin, toujours est-il que l'armée syrienne, ça a été une débandade, et effectivement, on pose la question, est-ce qu'on va retrouver Daesh, Al-Qaïda, sous de nouveaux noms, que vont devenir les minorités, etc. Et alors, Charles Gave, juste un moment avant de poser la question à Patrice Franceschi, je viens d'apprendre, je ne savais pas que vous étiez né à Alep et que votre père était gouverneur des Alaouites d'Orient. Votre grand-père. Mon grand-père était gouverneur des Alaouites pendant le mandat français. Et mon père faisait partie qui avait réussi à séduire la fille du gouverneur, ce qui était quand même bien. C'est bien ça. Un jeune officier. Il avait, vous savez, à un moment, les Anglais sont rentrés en Syrie parce que les troupes françaises étaient en train de livrer la Syrie aux Allemands. C'était le général Dentz, je crois. Et donc, De Gaulle a donné l'ordre aux officiers français de rester pour maintenir le mandat. Et Pétain a donné l'ordre aux officiers français de rentrer. Il y en avait 500 officiers français syriens à l'époque. Il y en a 488 qui sont partis et 12 qui sont restés sous le commandement de mon père. Donc, vous voyez, c'était pour vous dire que les résistants sont jamais très nombreux. Et mon père a été condamné à mort, d'ailleurs, par un tribunal militaire qui était à Montpellier. Et je crois qu'il était celui qui était le patron du tribunal, c'était le général Delattre de Tassigny, qui était en 41, qui n'avait pas encore découvert qu'il était gaulliste, quoi. Et donc, ça arrive. Il y a eu beaucoup de résistants en 45. Hein. Et donc, voilà, c'est que, oui... Et vous êtes né à Alep, alors? Je suis né à Alep, et j'ai toujours suivi ma sœur avec au Liban pendant des années. Et j'ai toujours été fasciné par le Moyen-Orient d'autrefois, parce que c'était un pays où il y avait des civilisations. Tout le monde était passé en Syrie, hein, tout le monde dans l'histoire. Donc il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait les maronites, il y avait les arméniens, il y a toute une série de gens. Ils s'entendaient assez bien. De temps en temps, il y avait des pétés, ça partait mal. Et à ce moment-là, les Turcs agissaient avec leur subtilité habituelle. Ils massacraient tout le monde pour leur apprendre qu'il fallait vivre les uns avec les autres, quoi. Donc, et donc, tant que la patte turque était sur le Moyen-Orient, ça allait à peu près. Mais depuis, on a eu un nettoyage ethnique qui a été incroyable et qui a détruit le Moyen-Orient que j'aimais, puisqu'il y avait, je crois, 30 ou 40% de chrétiens, par exemple, en Syrie. Maintenant, il en restait 2 ou 3. Et presque 50% au Liban. 50% au Liban. Il en reste maintenant beaucoup moins. Je crois un quart. Et puis, vous alliez partout. Vous alliez... Par exemple, Bagdad était la grande ville juive. C'était là où il y avait les Juifs depuis 3000 ans. Je crois que pour la première Torah a été là-bas. Et donc vous aviez cette espèce, c'était un mélange de civilisations qui en faisait quelque chose de très intéressant. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un désert. C'est devenu un désert intellectuel, c'est devenu un désert... On va en parler justement, Charles Gave, avec Patrice Franceschi. Alors Patrice Franceschi, je rappelle, on a reçu, et toujours avec plaisir, à plusieurs reprises, pour ses essais, ses romans. On va parler de son dernier livre, de son plus récent livre. Mais alors, Patrice Franceschi, vous êtes battu, vous, aux côtés des Kurdes. Enfin, vous étiez, en tout cas, en tant qu'observateur, aussi bien en Irak, vous connaissez bien la Syrie. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 choses sur lesquelles, à mon avis, il faut parler ici, parce qu'on n'en parle pas assez dans les autres médias. Je suis assez stupéfait. C'est premièrement, on essaie de nous vendre l'arrivée du nouveau pouvoir comme étant... finalement, peut-être d'ancien djihadisme, enfin, qui vont... Oui, modéré. Ça n'existe pas. C'est comme de l'eau sèche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça me rappelle une chose assez phénoménale, c'est ce que vous venez de 1979, l'arrivée de l'ayatollah Khomeini à Téhéran. La haine du Shah d'Iran était telle, comme aujourd'hui celle de Bachar el-Assad, et d'un point de vue moral, parfaitement justifiée. Bien sûr. Que ça nous aveuglait complètement sur le nouveau pouvoir qui s'installait. Et on a vu par la suite... HTS, l'armée nationale syrienne dans le nord qui combat les Kurdes, tout ça, ce sont des djihadistes recyclés sous d'autres noms, ou c'est d'anciens Al-Qaïda, ou c'est Al-Nosra, ou bien c'est Daesh. Sans oublier la brigade des djihadistes étrangers, composés essentiellement de Français, entre 150 et 200, sous les ordres de Djolani. On ne sait pas très bien où ils sont en ce moment, Homs, Saleh. Ah, c'était Djolani, l'actuel homme fort, qui dirigeait la... Oui. HTS, ceux qui viennent de prendre le pouvoir, d'ailleurs, ça risque de mal se passer dans les semaines qui viennent, c'est
un conglomérat d'un tas de mouvements djihadistes qui n'ont cessé de s'entretuer, qui ont été regroupés par les Turcs. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'agenda turc. Ils ont été regroupés dans l'agenda d'Idlib pendant quelques années, et du fait de l'affaissement de l'Iran et de la Russie, ils ont attaqué, ils ont pris le pouvoir. Mais ce sont les mêmes. Sauf que ils utilisent la technique des frères musulmans, des Ikhwani, c'est-à-dire la taqiyya, le double langage. Il faut absolument éviter ce qui s'est passé avec les talibans à Kaboul ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on soit rejeté par la communauté internationale. Pas avoir des scènes de décapitation, etc. On verra pas ça. C'est très malin. On ment un peu. Absolument pas question d'être rejeté, comme de faire les erreurs que les autres groupes islamistes ou autres, comme les talibans, ont commis. Donc, on va se présenter comme étant vraiment des gens très sympathiques. Et quand on aura stabilisé le pouvoir, qu'on aura convaincu l'Occident de baisser sa garde et ses défenses, alors on fera ce que l'on veut. Joulani et les autres, dans la zone d'Idlib, je rappelle que c'est la charia, c'est le califat, c'est tout ce qu'on veut. L'objectif de ces gens-là, c'est de réinstaurer sous un nom ou un autre le califat. Il y a Daesh en même temps. Tout ça, ce sont des gens qui ne s'aiment pas beaucoup, qui peut-être s'entretueront demain, mais en tout cas, ou feront exploser la Syrie, mais en tout cas, il ne faut pas se tromper sur ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Ce sont des djihadistes, ce sont des gens qui détestent l'Occident, et particulièrement les Français. Ce ne sont pas nos amis. On peut se réjouir moralement de la chute de Bachar. Parce que Bachar n'était pas un ange, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Il avait les mains dans le sang, et je l'ai toujours attaqué, et toujours refusé. Il avait les mains dans le sang jusqu'au coude. Donc d'un point de vue moral, c'est formidable qu'il ne soit plus là. D'un point de vue politique, ce qu'il remplace, c'est peut-être pire. Donc on ne peut pas se réjouir. Et enfin, il y a les Kurdes. Alors les Kurdes, nos alliés, ceux qui ont combattu Daesh, qui l'ont vaincu, qui ont perdu beaucoup de monde. Oui, il faut rappeler que la marche de Daesh a été stoppée aussi par les Kurdes. Sûr, par les Kurdes, que nous avons aidés entre en gros 2014 et 2019, puis que nous avons abandonné. C'était Trump déjà à l'époque, qui a fait que les Turcs, qui sont partout à la manœuvre, ont reconquis une partie du territoire kurde. En ce moment même, il y a des combats terribles entre l'armée nationale syrienne, c'est-à-dire les Turcs, et eux, c'est pire peut-être que HTS, du côté de Manbij sur l'Euphrate et un peu partout. Ce que me disent mes camarades kurdes en ce moment, malheureusement je suis pas là-bas, on verra peut-être demain, mais en tout cas je les écoute tous les jours, c'est que les Américains, l'appui aérien qu'ils leur avaient donné jusqu'à présent a disparu. Ils ont le sentiment d'être vraiment abandonnés comme des chiens, c'est-à-dire que finalement, dans tous les accords qu'il y a... Pardon, là aujourd'hui on a appris hier que l'armée américaine avait envoyé 75, ils ont bombardé à 75 reprises les Daeshistes ou les Tahrir hier. Voilà, parce que quand c'est Daesh, ils sont là. Les Daesh n'en veulent pas. Quand sont les Turcs, ils ne sont pas là. D'accord. Or, en ce moment, il y a peut-être, dans tous les accords qu'il y a eu, au Qatar il y a peu de temps, on ne sait pas très bien les accords exacts, mais il est possible que les Américains aient dit aux Turcs, bon ben on vous redonne comme en 2019 une partie du Kurdistan syrien, mais évidemment Daesh on n'en veut pas dans le sud d'ailleurs, on continue à les combattre. Autrement dit, les Kurdes plus que jamais vont être instrumentalisés, et pas à leur profit, mais au profit de l'Occident. Tout ça c'est à la fois triste, pénible d'un point de vue moral, et une faute politique terrible. Parce que laisser aux Turcs, qui sont les parrains de ces djihadistes, dans l'ensemble, éradiquer nos camarades kurdes, c'est réinstaller dans ces zones-là, à la frontière de la Syrie, de toute façon, des gens, des islamistes qui sont nos ennemis. La crainte actuelle, par exemple, c'est que c'est le fantasme de tous ces djihadistes qui sont en Syrie. Il y a deux grands camps, Alol et Roj, tenus par les Kurdes, beaucoup plus à l'est, dans lesquels il y a environ 50 000 djihadistes prisonniers. Et pas mal de Français. Actuellement. Un peu plus même que ça, en comptant les femmes, les enfants, etc. Le fantasme de ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie, c'est évidemment d'aller délivrer ces gens-là. Ce qui serait la pire des choses pour nous, à tout point de vue. Donc ce qui se joue en ce moment, c'est ne pas commettre la faute politique de croire que ceux qui viennent de prendre le pouvoir à Damas sont des gens avec qui on va pouvoir négocier. Il n'y a rien à attendre d'eux de positif. Et deuxièmement, qu'il y a un angle mort politique et militaire sur les Kurdes, qui sont les seuls avec qui on peut faire quelque chose. Qui se battent sur le terrain et véritablement. Et qui partagent l'ensemble de nos valeurs. Alors, juste un mot avant de redonner la parole aussi à Charles Gave. Là, sans faire de prédiction, on n'est pas là pour faire la voyance. Mais est-ce que ça, aujourd'hui, avec ce qui se passe, parce que l'armée syrienne a disparu. Alors, juste un mot. Comment ça se fait que l'armée syrienne s'est effondrée en 3 jours et demi? C'est un grand mystère. Alors, plus d'armée syrienne, rien. L'armée syrienne ne valait rien depuis un petit moment. Corruption, délitement, tout ça. Ce qui la défendait, c'était évidemment le Hezbollah, les milices chiites, les Russes pour l'appui aérien, et quand même, il y avait des unités alaouites, donc celles du régime, qui de toute façon n'avaient pas le choix, qui normalement étaient fidèles, loyalistes et efficaces. Elles ont disparu, donc on ne sait pas très bien
pourquoi et comment. Ou c'est une fuite éperdue, ou il y a eu des accords, on ne sait pas très bien, on le saura un peu plus tard. En tout cas, je pense que ça a même surpris les Turcs que leur... Ah oui, parce que 3 jours, si vite. même pas. arrive si vite. Mais puisqu'il s'agit vraiment de l'agenda turc, dans l'affaire, les Turcs qui sont responsables du nettoyage ethnique du nord de la Syrie, dans la région d'Afrin, les Turcs qui ont envoyé, il faut le rappeler, dans le Haut-Karabakh, en Arménie, les mêmes djihadistes de la NS contre les Arméniens et qui ont fait le nettoyage ethnique que l'on connaît il y a 2 ans. Tout ça, ce sont ces gens qui sont à la meule et financés par le Qatar. Il faut dire les choses en réalité. Comme d'habitude, oui. Et c'est pas vraiment nos amis, tous ces gens-là. Et ce qui est très inquiétant d'un point de vue sécuritaire, car les intérêts sécuritaires de la France et des Kurdes ont toujours été liés, c'est effectivement que ces centaines de djihadistes français, eh bien finalement maintenant, et pignon sur rue, ils se montrent pas. Mais enfin, ils sont sortis de leur tanière de Idlib, et on ne sait pas très bien ce qui va se passer par la suite. Donc, il faut parler avec les gens qui sont à Damas maintenant. Il faut parler avec tout le monde. Mais surtout, ne pas croire que ce sont des gens qui ont revu leur position antérieure de djihadistes. C'est vraiment de vrais djihadistes, de vrais islamistes. Et il faut juste penser, en travaillant avec eux, en discutant avec eux, à qui on a affaire. Charles Gave, qu'est-ce que ça vous inspire c'est connu comme le loup blanc, ça s'appelle la taquilla, non? Bien sûr, ce que vient de dire la taquilla, le double langage, ce qu'ils utilisent maintenant, je me mets en costume cravate et donc tu vas croire effectivement que je suis comme toi et sympathique, et ainsi de suite. Et donc là on a un vrai problème. Et ce que vous semblez suggérer, c'est que les nettoyages ethniques vont reprendre avec beaucoup d'intensité. Et là, il y a les Kurdes, mais il y a aussi les Alaouites, qui sont les chrétiens. Les chrétiens, effectivement. Mais il en reste si peu que... c'est pas... Mais ce qu'il y a d'étonnant dans ce qui s'est passé, c'est donc l'effondrement des milices alaouites, parce que eux, ils savent que la taquilla, ça existe, et ils savent que si... c'est le mystère dont je parlais tout à l'heure. On ne sait pas les accords qu'il y a pu y avoir entre les Russes, les Turcs, les Qataris, etc., pour leur dire, vous ne résistez pas... et on ne va pas vous massacrer. Tout ça, il y a eu marchandage, là. Il y a des marchandages, c'est certain qu'il y a eu lieu. Il y a eu certainement un marchandage. Évidemment, ce qu'il faut dire aussi à ce moment-là, c'est que c'est une énorme défaite pour la Russie. Et pour l'Iran. Et pour l'Iran. Évidemment. Donc, tout l'axe chiite qui partait des Alaouites et qui arrivait jusqu'à Bassora en Irak et tout ça, cette espèce d'axe qui barrait le Moyen-Orient, c'est fini. Ça veut dire que le prochain à tomber, ça va être les Iraniens. En tout cas, on peut se poser la question. Si on peut vraiment faire un peu de politique fiction, effectivement, le régime iranien est très affaibli par ses échecs. Il a perdu le Hamas, il a perdu le Hezbollah au Liban, il a perdu cet axe, son croissant chiite qu'il avait mis du temps à construire. Et il faut rappeler que, au-delà du régime épouvantable qu'il y a à Téhéran, l'Iran avait été, avant ce régime, avant l'ayatollah Khomeini, un des grands alliés de l'Occident, d'Israël, etc. Bien sûr. Ça là peut revenir, et pour le plus grand bien d'abord des Iraniens, peut revenir demain. Mais je pense que c'est encore assez solide, malheureusement. Ce ne sera pas pour demain matin. C'est clair. Il faut espérer que ce soit pour un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, vous faites bien de parler des nettoyages ethniques, parce que, et la presse n'en a pas du tout parlé, Tal Rifat, ces villes qui ont été perdues, les centaines de milliers de Kurdes qui ont dû fuir les régions où les islamistes les attaquaient dans l'ouest pour se réfugier de l'autre côté de l'Euphrate à l'est, tout ça, ça disparaît des écrans radars journalistiques. Je suis impressionné. Parce qu'une fois, quand il s'agissait, rappelez-vous de Kobané, les combattants de Kurdes qui se battaient, Kobané, on en parlait, c'était les héros. Maintenant que finalement, on se laisse leurrer par les djihadistes à Damas, libérateurs de ce tyran qui était Bachar al-Assad. Donc automatiquement, puisqu'ils sont contre ce tyran, ce sont des gens très bien. C'est fantastique comme quoi la presse ne veut pas voir là où parfois les choses se passent. Vous vous rappelez cette anecdote qui m'a été racontée au Proche-Orient, savez-vous la différence entre un islamiste radical et un islamiste modéré? Eh bien, vous savez, quand on fait la lapidation, eh bien, l'islamiste radical emploie des parpaings, l'islamiste modéré emploie des cailloux. Voilà. Il suffit de voir. Bon, tous ces gens-là sont partis de la région d'Idlib, dans le nord-ouest, qui est une zone contrôlée par les Turcs, financée par les Qataris, et dans lesquelles les Turcs sont arrivés à agglomérer à peu près toutes ces factions qui s'entretuaient de djihadistes. Dans cette région-là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, avec Joulani, etc. C'est un totalitarisme islamique complet. Comment pouvoir penser que 15 jours plus tard, ils ont complètement changé? Non, c'est taquilla, double langage, essayer de nous faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas.
Il faut vraiment rester prudent avec ces gens-là. On verra d'ailleurs ce qui va se passer de point de vue. Je crois que nous avons une petite pause à prendre et on va finir sur ce qui peut se passer au niveau justement du nouveau pouvoir américain et de ce que peut faire l'Europe face à ça. Rien. Voilà, ben, la réponse est... Rien, parce qu'on a décidé la rhétorique de l'impuissance. Si on voulait se donner les moyens, parce que nos intérêts sécuritaires sont en jeu, on pourrait. On va en parler tout de suite, après on va finir avec cette petite pause. Mais pas avec... Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons avec nous, et je le remercie d'être là et d'avoir entendu Pierre Lecorf, qui est humanitaire et qui est à Alep, et qui habite Alep depuis 9 ans, et qui a entendu ce qui se disait là. Bonjour Pierre Lecorf. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement, où on en est aujourd'hui? Donc je rappelle que vous êtes fondateur et président de l'association humanitaire We Are Super Heroes. Vous habitez à Alep depuis 9 ans, vous êtes là-bas. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. C'est une longue histoire. Par où commencer? Tout a changé en moins de 8 jours maintenant. Oui. Alors j'écoutais un peu ce qu'il disait avant et comme il a été dit, il est évident que Alep a été le début du renversement du pouvoir, particulièrement avec l'idée que les groupes armés sont rentrés dans la ville, avec les officiers de l'armée, de l'intelligence qui avaient déjà quitté la ville un jour auparavant. D'accord. Et l'armée qui s'était complètement évidée en fait de la ville. Donc ils sont rentrés, ils ont pris Alep sans tirer une seule balle. Ouais. Avec le temps qui a passé, les groupes se sont installés dans la ville, ce qui était quelque chose d'assez intense pour nous parce que on est passé d'une ligne de front à une ligne ouverte entre deux côtés qui entre guillemets étaient opposés et qui étaient considérés comme étant ennemis, et nous on était au milieu. Ouais. Et on est passé avec l'installation des groupes principalement de Hayat Tahrir Sham, Oui. de l'armée syrienne libre, des factions turques, des factions étrangères, qui se sont installées dans la ville et qui ont pris très naturellement en fait en charge les institutions, se sont installés à l'intérieur des bâtiments, Oui. ont commencé à installer l'eau, l'électricité du jour au lendemain, et en même temps on a commencé à être bombardé par les avions russes directement à l'intérieur de la ville. Ah bon, tout de suite. Ouais. Pratiquement tout de suite, c'est-à-dire Oui. que pendant l'arrivée des groupes armés, il n'y a pas un avion qui s'est présenté, il n'y a pas une balle qui a été tirée. Après 24 heures, après l'installation des groupes armés dans les institutions au sein de la ville, les avions ont commencé à bombarder le centre-ville d'Alep et à bombarder principalement des installations qui sont civiles, parce qu'ils ont bombardé l'hôpital, ils ont bombardé à côté de chez moi ici, ils ont tué mes voisins. Mhm. Ouais. Ça a été assez intense, on comprenait plus vraiment ce qui allait arriver, si on allait être tué, si on allait être tué par les avions, on a été tué par les groupes, on allait être tué par le régime quand il allait revenir, on savait vraiment pas en fait ce qui allait se passer. Beaucoup de gens se sont enfuis au fur et à mesure, mais Et aujourd'hui, Pierre Lecorf, vous en êtes où? Enfin, vous sentez quoi par ce qui se passe aujourd'hui? En fait, c'est assez étrange comme situation. Pour moi, personnellement, j'ai pris des positions qui étaient quand même très sévères initialement contre les groupes armés qui pour moi étaient des terroristes pendant toute la guerre. Je suis secouriste de guerre, j'ai passé des années à courir sur les lignes de front, les snipers me tiraient dessus, les bombes nous tombaient autour, les gens que j'aimais mouraient, les gens qu'on essayait d'aider, parfois c'est... Du coup, on avait vraiment une position qui était extrêmement contre les terroristes et qui donnait finalement visuellement une sorte de partisanisme pour le régime. Et en fait, aujourd'hui, avec le regard que j'ai personnellement, malgré tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années et les positions que j'ai prises, et étant connu et comme étant contre ces groupes armés, je ne sais pas si évidemment il y a du double langage, mais il y a une règle et il y a des lois qui ont été passées très très fortement pour ces groupes armés. Ils ont interdiction d'intervenir auprès des civils, ils ont interdiction d'intervenir, même d'avoir un mot plus haut que l'autre avec qui que ce soit. Ils ont interdiction de parler de religion avec les civils, ils ont interdiction d'empêcher les personnes de pratiquer leur religion.
Il y a une mise en place dans le pays et un nouveau gouvernement qui a été installé, qui n'est pas, à part Jolani qui a été déclaré comme ministre de la Défense, mais la plupart des ministres qui ont été installés dans le gouvernement syrien maintenant sont des anciens opposants qui ont quitté le pouvoir syrien, qui étaient dans le pouvoir syrien avant 2011, et qui maintenant sont revenus au pouvoir, mais qui étaient des membres qui étaient des anciens ministres, qui étaient des anciens membres du pouvoir de Al-Assad à l'époque. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la partie politique et la partie entre guillemets vis-à-vis des groupes armés, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas constaté la moindre exaction. Et il y a une liberté en fait qui s'est créée. Alors pour moi, personnellement, la vision que j'ai en tant qu'humain, en tant qu'humanitaire, en tant que civil sur le terrain, pour la première fois depuis des années, je me sens en sécurité. Ça peut paraître aberrant. Oui,